Bonsoir à tous. Donc, merci d'être présents ce soir pour cette présentation des pratiques et des risques liés aux locations meublées saisonnières touristiques. Et on parle de location Airbnb, mais en réalité, il n'y a pas que Airbnb comme plateforme d'hébergement. C'est une pratique communément répandue que de louer pour la nuitée, la semaine ou le mois dans un immeuble qui ne nous appartient pas. Alors, la difficulté, et la première difficulté en la matière, c'est de savoir exactement ce qui est couvert par la législation en matière de location meublée saisonnière touristique. L'article L324.1.1 du Code du tourisme a été modifié notamment par la loi Elan. Avant la loi Elan de 2018, nous avions une définition finalement empirique des locations meublées saisonnières, savoir toutes les locations de vacances, comme on peut le désigner, je dirais, en langage courant. La difficulté, c'est que la loi Elan est venue circonscrire les locations meublées saisonnières qu'à un certain type d'immeubles. Le texte nous explique que ne peuvent être contrôlés au titre des meublés de tourisme exclusivement les villas, les appartements qui sont intégralement laissés à la disposition de l'occupant, donc du locataire, pour un achat à la nuitée, à la semaine ou au mois. Et du coup, nous juristes, spécialistes du droit du tourisme, nous avons été plongés dans un abîme de perplexité à la lecture de cet article. Pour quelle raison ? C'est qu'en réalité, le fait de réserver tout le système, toute l'architecture juridique aux logements qui étaient intégralement mis à la disposition hors la présence du propriétaire au locataire a fait qu'on a fait sortir du dispositif juridique tout un tas de pratiques immobilières touristiques. Je pense notamment au prêt de canapé, le couchsurfing, le fait de louer uniquement ou à titre gratuit, à titre onéreux, peu m'importe, mais le fait d'occuper un canapé dans l'immeuble appartenant au propriétaire à titre gratuit, le fait également d'occuper une chambre en la présence du propriétaire, c'est-à-dire de n'occuper qu'une partie du logement. Car vous avez observé que ne donne lieu à contrôle de la location meublée touristique et au contrôle des meublés de tourisme exclusivement que les immeubles laissés intégralement à la disposition des occupants. Et ça, c'est une difficulté, parce que finalement, toute la législation contemporaine en matière de location meublée saisonnière conduit à contrôler ces locations pour essayer de trouver un équilibre entre les pratiques touristiques et l'offre de logement au titre de la résidence habituelle. Autrement dit, l'offre de logement au titre de l'occupation en résidence principale. Et dès lors que vous excluez une partie des pratiques touristiques de cette législation de contrôle, eh bien, clairement, vous encouragez en quelque sorte le contournement des dispositions légales en la matière. Alors, ceci étant dit, maintenant que nous savons qu'en matière d'immeubles d'habitation, seuls les immeubles entiers sont sous le contrôle législatif, est-ce qu'il y a d'autres immeubles que ceux à usage d'habitation qui peuvent donner lieu à location meublée touristique saisonnière ? Il y a effectivement tout ce qui relève des locaux à usage commerciaux situés en pied d'immeuble. Parce que, clairement, nous avons eu donc un certain nombre de propriétaires qui, voyant le contrôle se renforcer sur la pratique de la location Airbnb, ont finalement déplacé leurs activités vers des immeubles d'habitation, vers les immeubles commerciaux en pied d'immeuble. Et vous avez pu voir fleurir au gré de vos promenades urbaines des commerces qui progressivement s'étaient dotés de vitres teintées et qui en réalité n'étaient plus utilisés à usage de commerce classique, mais qui en réalité étaient utilisés comme des
quasi-hôtel, ou en tout cas pour de la para-hôtellerie. Et là encore, la législation s'est vue modifiée pour désormais couvrir cette pratique commerciale en Airbnb, pour couvrir cette pratique en matière de contrôle, pour essayer d'égaliser ce développement de l'Airbnb, sachant que en réalité, ce que l'on veut, c'est encore une fois le but ultime de ces législations, c'est de contrôler l'usage et d'essayer d'assurer l'équilibre entre les offres de logement pour de la résidence principale et l'activité touristique dans les zones tendues, c'est-à-dire les zones à forte demande de logement, soit qu'il s'agisse de zones très fréquentées en termes de tourisme, soit relativement peu fréquentées touristiquement parlant, mais en réalité tendues parce qu'il y a peu d'offres de logement, indépendamment des pratiques touristiques. Alors, ceci étant posé, maintenant que nous savons ce qui peut constituer un meublé de tourisme au sens de la législation, quels sont les différents types de pratiques de location meublée? J'en distingue deux principales. Il y a ce que j'appelle d'une part les locations occasionnelles et d'autre part la mise en location habituelle d'un immeuble comme meublé de tourisme. La ligne de partage entre les locations occasionnelles et les locations habituelles passe par deux critères posés par le législateur. Et je commencerai par les plus simples, savoir les locations meublées occasionnelles. Est une location de tourisme occasionnelle une location, une vente à la nuitée, à la semaine ou au mois qui s'effectue d'une part dans la résidence principale du bailleur et d'autre part moins de 120 jours par an. Autrement dit, vous comprenez que n'est une location occasionnelle de tourisme qu'une location qui se fait au sein de la résidence du bailleur et qui est vendue moins de 120 jours par an, que ces 120 jours soient vendus à un même locataire sur la continuité, ce qui est assez peu probable. Grosso modo, c'est plutôt on vend 120 nuitées à des occupants différents. Bien. Pour ces locations habituelles, il n'y a finalement que très peu de contraintes et donc, par conséquent, très peu de risques. Pourquoi ? Parce que l'objectif principal du législateur n'est pas de contrecarrer les quelques initiatives de propriétaires particuliers qui pourraient, le cas échéant, un week-end ou quelques semaines par an, finalement 120 jours, ça correspond à 4 mois dans l'année, c'est quand même pas la mer à boire, et c'est surtout le fait de pratiques, on va dire, de consommateurs. Vous et moi pourrions laisser à disposition à la nuitée notre appartement, notre maison, que l'on soit propriétaire ou que l'on soit locataire principal de son appartement ou de sa maison, sous quelques conditions, j'y reviendrai. Mais l'objectif du législateur n'est pas d'empêcher ces pratiques occasionnelles parce que cela constitue d'une part un apport substantiel de revenus pour le propriétaire ou le locataire principal, et puis d'autre part, le fait de louer 120 jours par an n'est pas vu comme étant un frein à l'offre de logement au titre de la résidence principale, puisque par définition, c'est là où est la résidence principale de celui qui le propose. Donc en réalité, on n'enlève pas en quelque sorte quelque chose de l'offre de logement à titre de résidence principale. Donc voilà pourquoi, pour ces logements et pour ces locations occasionnelles, moins de 120 jours par an, j'y insiste, il n'y a que très peu de contraintes. Alors quelles sont-elles ? Elles sont il y a tout d'abord des formalités immobilières. À l'égard du locataire de logement principal, il faut tout d'abord qu'il ait obtenu l'accord de son bailleur. Exemple type, vous louez votre logement au titre de la loi du 6 juillet 89,
Donc c'est un logement à titre de résidence principale hors secteur social. Je parle pour l'instant du logement en secteur libre. Vous avez un bail classique, loi du 6 juillet 89. Vous ne pouvez pas, même si vous vous dites que vous allez le louer que 120 jours par an, vous ne pouvez pas le louer sans avoir obtenu au préalable l'accord de votre bailleur. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que le contrat de location est un contrat personnel, c'est-à-dire qui a établi un lien de confiance entre le bailleur et le preneur à bail. Et le fait de faire rentrer dans le logement, surtout de manière fréquente, des personnes étrangères au lien contractuel entre le bailleur et le preneur, rompt en quelque sorte la confiance qui s'est créée entre ce bailleur et ce preneur. Et puis il y a aussi ce rapport d'argent. On sait tous que le fait de louer un appartement dans le 3e arrondissement à Paris à la nuitée, quand on les met bout à bout, est beaucoup plus lucratif qu'une location en résidence principale au mois. Et par conséquent, il ne faudrait quand même pas que le locataire principal se fasse en quelque sorte de l'argent sur le dos, en quelque sorte, du propriétaire principal qui a accepté de laisser la disposition des lieux aux locataires. Voilà pourquoi il faut tout d'abord obtenir au préalable l'accord du bailleur de pouvoir, donc l'accord de sous-location, et d'autre part, ça c'est une deuxième obligation, il faut également que le locataire principal indique dans sa demande quel va être le loyer qu'il va proposer à la nuitée, pour éviter que l'on ne dépasse en réalité le coût du loyer de location principale. Ce sont deux obligations préalables. On verra plus tard quelles sont les sanctions si jamais on ne respecte pas cette obligation. Ça, c'était dans le secteur libre. Dans le secteur logement social, l'obligation est beaucoup plus simple. Vous ne devez pas sous-louer votre appartement, tout simplement parce que c'est interdit par les diverses dispositions régissant le droit du logement social. Vous ne pouvez pas le faire parce que l'on estime que, globalement, on vous a attribué un logement avec des conditions avantageuses en termes notamment de loyer et que, par conséquent, c'est pas pour avoir une activité commerciale ou apparenter à une activité commerciale dans ce logement social. C'est, à mon sens, bien évident. Pour autant, il y a d'autres formalités immobilières, et notamment si l'appartement que vous allez proposer en Airbnb est situé dans un immeuble placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Pourquoi ? Bien évidemment, vous, de votre point de vue, vous louez votre appartement. Donc en réalité, c'est l'espace privatif dans la copropriété. Ah oui, mais pour accéder à l'espace privatif, il faut quand même bien avoir cheminé dans les parties communes. Et par conséquent, si vous louez avec une fréquence relativement élevée, même si vous êtes dans les 120 jours par an, les autres copropriétaires pourraient trouver à redire si d'aventure les occupants commençaient à venir squatter, occuper bruyamment et nuitamment les parties communes. Vous voyez, il y a un moment donné où le bruit des petites roulettes sur le couloir à 3 heures du matin, les talons dans les escaliers, etc., au bout d'un moment, ça agace. Et on sait bien que malheureusement, quand on ne vit pas continuellement dans un lieu, on y fait moins attention, évidemment, que lorsqu'on y vit à l'année. Par conséquent, il faut toujours vérifier, avant de proposer un logement dans un immeuble en copropriété, il faut toujours vérifier que votre règlement de copropriété autorise la location meublée saisonnière. Comment le vérifier ? Déjà, en vérifiant qu'il n'y ait pas de clause qui interdise absolument dans le règlement de copropriété toute location meublée saisonnière. Après, attention, la clause d'habitation bourgeoise, c'est-à-dire la clause dans le règlement de copropriété qui viendrait interdire toute activité commerciale, ne s'applique pas
aux locations meublées saisonnières occasionnelles. Pourquoi ? Parce que comme c'est occasionnel, vous n'avez pas changé l'usage des lieux. Ça reste de la résidence principale que vous proposez uniquement 120 jours par an. Par conséquent, la clause qui maintient la destination d'habitation dans tout l'immeuble, qui s'appelle la clause d'habitation bourgeoise, n'est pas applicable à ces locations meublées saisonnières. Ça ne veut pas dire que pour autant, la copropriété, vous ne pourrez pas vous tomber dessus. Pourquoi ? Parce que si précisément, il y a des désordres dans les parties communes, s'il y a du tapage dans les parties communes, et même si le règlement n'interdit pas les locations saisonnières, on pourrait venir rechercher votre responsabilité sur le fait qu'on n'a pas respecté les droits des autres copropriétaires ou que l'on n'a pas respecté, je dirais, le bon entretien et la bonne préservation des parties communes. Voilà quelles sont les deux formalités uniques en matière immobilière pour les locations occasionnelles. Nous avons ensuite des formalités administratives. Il s'agit principalement de déclarer en mairie le meublé pour qu'ensuite la commune ait communication du nombre de nuitées et surtout ait la possibilité de récupérer ce qui relève notamment de la taxe de séjour. Bien. Passons immédiatement à l'autre catégorie parce que c'est elle qui va générer le plus de difficultés. La catégorie des locations meublées habituelles. Alors, deux types de locations meublées habituelles. D'une part, la location s'effectue à la résidence principale du bailleur, ça, il n'y a pas de changement, mais par contre, vous louez plus de 120 jours par an. Deuxième hypothèse, vous êtes propriétaire d'un logement qui n'est pas votre résidence principale, et dès la deuxième vente de nuitée, c'est-à-dire à partir de la deuxième nuitée vendue par an, vous tombez dans de la location considérée par la Cour de cassation comme étant une location occasionnelle parce qu'elle est récurrente. Par conséquent, là, on estime qu'il y a une difficulté parce que vous avez du coup une pratique commerciale des lieux, une pratique hôtelière des lieux, une pratique commerciale. Et là, par conséquent, il y a une difficulté, notamment immobilière, qui est celle d'avoir modifié, sans dire, non officiellement, la destination des lieux. Vous avez un appartement qui était à destination commerciale, vous commencez à le louer pour 6 mois à la nuitée, vous en changez la destination, puisque d'habitation, cela devient un commerce, ça devient un commerce assimilable à un hôtel. Et par conséquent, cela tombe sous le coup de la législation. Alors, quelles sont les formalités immobilières dans ce cas-là ? Vous avez mêmes observations en matière de sous-location vis-à-vis du bailleur, mêmes observations en matière de copropriété, ceci étant précisé que lorsque vous avez de la location habituelle, s'ajoute en plus la clause d'habitation bourgeoise qui viendrait vous interdire d'avoir une activité commerciale dans un immeuble qui est à destination d'habitation. Je n'y reviens pas. Il y a surtout d'autres formalités qui sont là, pour le coup, beaucoup plus importantes, qui sont des formalités administratives et pour lesquelles j'aimerais insister parce que c'est là que se situe principalement le problème des locations, notamment à Paris. Ce sont les formalités administratives. Parce que, précisément, vous envisagez de louer un bien plus de 120 jours par an. Vous avez donc compris qu'il changera de destination, il passera de la destination habitation à la destination commerciale. Or, il faut au préalable déposer ce que l'on appelle une autorisation préalable de changement d'usage, qui est une autorisation administrative qui va consister à demander l'autorisation à l'autorité administrative d'avoir le droit de faire sortir l'immeuble, le bien de la catégorie destination pour en faire un bien à destination commerciale. Et là, vous le savez, on a un certain nombre d'informations qui nous sont données notamment par le PLU qui va déterminer des zones dans lesquelles on interdit ou on conditionne ce changement de destination. À Paris, par exemple, c'est conditionné dans les arrondissements les plus touristiques et il y a parfois ce changement de destination assorti d'une obligation de compensation. Ça, c'est très important. Et c'est vraiment l'un des mécanismes qui empêche toute pratique précisément du Airbnb de manière habituelle. Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme de compensation ? Pour un logement
à destination d'habitation sorti de la catégorie habitation, on va vous obliger à compenser par 1, par 2 ou par 3. C'est-à-dire que pour un logement sorti, vous devez compenser en transformant 1, 2 ou 3 logements locaux à destination commerciale, professionnelle, etc., en un logement d'habitation. Et clairement, au prix du mètre carré à Paris, même le mètre carré commercial, comment vous dire que ça devient impossible? Parce que vous devez compenser avec des immeubles de même surface, situés géographiquement dans des arrondissements proches de celui dont vous envisagez le passage d'habitation à commercial. Donc autant vous dire que là, vous êtes pieds et poings liés, parce que, mis à part avoir un patrimoine immobilier de folie, vous ne pouvez plus, évidemment, arriver à travailler sur ce type de compensation. Évidemment, dans la Creuse profonde, il y a peut-être moyen, mais il n'y aura pas cette obligation de compensation. Rassurez-vous, dans la Creuse profonde, c'est un peu moins tendu, évidemment. OK. Donc, autorisation préalable de changement d'usage. Attention, dans certains cas, dans certaines villes, vous pourrez trouver dans les PLU une autre obligation qui est, en termes de titres, très proche. On trouve soit les obligations préalables de changement d'usage, soit les autorisations temporaires de changement d'usage. Quelle est la différence? Dans l'autorisation préalable, c'est vous demandez la permission. Bonjour, est-ce que j'ai le droit de transformer mon logement? Dans l'autorisation temporaire de changement d'usage, vous ne demandez pas d'avoir le droit, vous demandez quelles sont les conditions pour. Autrement dit, on vous autorise d'emblée le changement de destination pour un temps déterminé et conditionné par un certain nombre d'éléments que la délibération du conseil municipal aura décrit, aura détaillé. Par exemple, on va, dans certaines communes, c'est le cas, dans des communes du sud de la France, on va conditionner cette autorisation pendant un temps déterminé d'avoir le droit de faire du commercial à une surface minimum, à un nombre de logements, à un certain type d'équipement dans l'immeuble en question, etc., etc. Également, pour les locations habituelles, évidemment, il faut déclarer le meublé, il faut également l'enregistrer, il faut encore, évidemment, déclarer sur l'honneur aux plateformes que vous avez bien respecté toute la législation en vigueur. Bien. J'en arrive évidemment aux sanctions. Que se passe-t-il si l'une quelconque des obligations que je viens de décrire devant vous n'est pas satisfaite? Premier cas, j'ai oublié de demander l'autorisation de sous-louer à mon bailleur, que je fasse de l'occasionnel ou de l'habituel. Ah, c'est dommage. Le bailleur aura la possibilité, dans ce cas-là, d'agir contre le locataire principal pour faute. C'est un cas de résiliation et de surcroît, le bailleur pourra exiger le remboursement des sommes perçues au titre de la sous-location. Pourquoi? Tout simplement parce que juridiquement, on considère que ces loyers de sous-location sont des fruits, c'est-à-dire des éléments qui ont été produits par l'occupation et la location meublée saisonnière. Or, les fruits, parce que l'appartement est la propriété du propriétaire bailleur, c'est le propriétaire qui a le droit normalement de récupérer les fruits, puisque le locataire a juste le droit, en contrepartie du loyer, d'occuper les lieux. Il n'avait pas le droit de, pardonnez-moi, passez-moi l'expression, de faire du fric en ayant l'usage des lieux. Il avait juste le droit de l'occuper, et encore de l'occuper correctement. La bibliothèque va fermer dans 4 minutes, il faudrait rester un peu de temps pour les questions. Ok, très rapidement, donc, résiliation en matière de copropriété, action contre le non-respect de la destination de l'immeuble. Pour ce qui est de toutes les obligations tenant aux formalités administratives, vous avez des pénalités qui vont de 5 000 € à 50 000 € par logement loué pour lesquels les obligations n'ont pas été respectées. Voilà, et donc ça peut s'avérer être extrêmement onéreux, évidemment. Et bon, je m'arrête là. Est-ce que vous avez des questions? Oui.
Merci pour cet exposé très clair. C'est un peu court, je trouve. On aimerait Oui, bien un peu plus longtemps. J'ai une question probablement assez bête. Tu n'as parlé que des locations dans les résidences principales, me semble-t-il. Non, lorsqu'on est en occupation habituelle, ça peut être soit la résidence principale du bailleur, mais qui est louée plus de 120 jours par an, soit un appartement qui appartient à quelqu'un et qui n'est pas sa résidence principale, pour laquelle, au bout de la deuxième nuitée vendue, on est en location habituelle. Je n'ai pas bien compris ça. Moi, j'avais cru comprendre qu'il fallait que le logement mis en location soit la résidence principale du... Pour échapper aux formalités de changement de destination et aux autres embêtements, on doit louer sa résidence principale moins de 120 jours par an. Dès lors que l'on dépasse les 120 nuitées vendues par an pour sa résidence principale, ou que on loue un appartement qui nous appartient, qui n'est pas notre résidence principale, secondaire éventuellement, voire tertiaire, voilà. Dans ce cas-là, dès la deuxième nuitée vendue, on est soumis à la législation de contrôle. Même si c'est moins de 120 jours? Oui, dès la deuxième nuitée vendue. Or, sa résidence principale, dès la deuxième nuitée vendue, ça vous tombe dessus. Et je parle même pas, je parle sous le contrôle de Christophe, je ne parle même pas des conséquences fiscales quand en plus vous faites l'erreur de fournir le petit déjeuner en plus de la jouissance des lieux. Quand vous fournissez deux autres prestations en plus de la jouissance des lieux, on vous tombe dessus fiscalement sur d'autres, mais là j'ai pas le temps de le développer. Il faudra qu'on refasse une conférence, cette fois-ci plus longue, et comme ça on continuera l'aventure. D'autres questions peut-être encore, in limine litis, ouais. Sur les pénalités, en cas si on n'a pas respecté? Si vous n'avez pas respecté, ça dépend de ce que vous n'avez pas respecté. Ça peut aller de 5 000 à 50 000 euros par logement pour laquelle vous n'avez pas respecté. C'est une action devant le juge judiciaire et c'est donc une amende judiciaire et c'est exécutoire. Hein. Je veux dire, ça vous tombe dessus, ça fait mal. Hein. Et je peux vous dire que ça tombe. Hein. Si me passe l'expression, comme la gravelotte, ça tombe bien, hein, parce que les gens ignorent. Voilà. Mais si vous voulez, on fera une autre conférence un peu plus précise là-dessus. Oui. En plus du remboursement. En plus des remboursements des fruits civils, si vous êtes locataire principal, si vous êtes le propriétaire des lieux. C'est ça. Exactement. Amende civile que vous payez au bailleur et amende administrative, enfin demandée par la commune. Voilà. Plus. Exactement. Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des dangers. Voilà. Donc, grosso modo, s'il fallait résumer les choses, juste 30 secondes, si vous me permettez, s'il fallait résumer les choses, ne louez jamais plus de 120 jours par an et toujours votre résidence principale. Comme ça, vous êtes à peu près tranquille. Voilà. Je ne vais pas être très surprise par ma question. Les loyers sont-ils toujours imposables? Les loyers sont imposables désormais. Il n'y a pas de franchise. Alors, s'il y a une franchise, alors attends, je me rappelle plus de l'article du Code général des impôts, mais tu as une franchise qui est toujours applicable dès lors que soit tu as loué moins de 10 jours, je crois, par an, soit que tu as vendu pour moins de 900 € ou quelque chose comme ça par an. Et là, tu as encore la franchise fiscale qui joue. Ah. Je suis désolée, on est pris par le temps, mais je serais ravie de pouvoir rediscuter avec vous une prochaine fois de cet aspect très, très intéressant. Je vous remercie.